5e séance sur 8 du chapitre numéro 7. Donc pour cette séance, ce sera l'activité numéro 5, l'usine à sandwich. Donc pages 10 et 11 du livret. Ensuite, on fera un petit point sur le cours et pour enfoncer le clou, les exercices 10, 12 et 23, pages 123 et 125, je crois. Donc on commence par l'activité numéro 5 sur l'usine à sandwich, pages 10 et 11 du livret. Donc pour cette activité, pas de document particulier, mais surtout une petite application que vous pouvez télécharger sur vos smartphones avec le flashcode qu'il y a sur le livret. Donc on démarre directement par les questions. Donc on va parler d'une usine à sandwich. Donc on choisit un sandwich au fromage qui sera préparé avec 2 tranches de pain et un morceau de fromage. Donc on souhaite écrire cette fabrication sous la forme d'une équation de fabrication, qu'on va appeler l'équation bilan pour le chimiste. Donc comme en chimie on va utiliser des symboles, on va noter P pour le pain, F pour le fromage et S pour le sandwich. Donc je vous demande de me traduire cette fabrication par une équation et de me la trouver. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. La réflexion, je pense, a été intense. Donc on nous dit 2 pains plus un fromage pour faire un sandwich. En chimie, ça se traduit par 2P plus F, flèche S. Jusque-là, je pense que vous avez suivi. Donc maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez ouvrir l'application avec le flashcode là ou l'adresse qui est dans le livret et vous choisissez la partie sandwich. Après, vous pourrez très bien vous entraîner sur la partie molécules et faire le jeu à la fin du chapitre. N'hésitez pas à vous balader dans l'application, justement, pour le contenu du chapitre, elle est bien faite. Donc, deuxième question, on vous demande de compléter le tableau, c'est-à-dire dans la première ligne, d'écrire l'équation de fabrication, l'équation bilan de notre fabrication de sandwich qu'on a trouvé à la question précédente, et ensuite, de dire combien remplir chaque case avec le nombre de tranches de pain, de tranches de fromage, ou de sandwich obtenus, lorsqu'on en a fabriqué un, puis 2, puis 3, puis 10 sandwichs. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc l'équation de fabrication, 2P plus F donne S. Pour un premier sandwich, on a besoin de 2 tranches de pain, une tranche de fromage et on obtient un sandwich. Si on fait 2 sandwichs, il nous faudra 4 tranches de pain, 2 tranches de fromage et on obtiendra donc 2 sandwichs. Lorsqu'on fait le troisième sandwich, il nous faudra dans ce cas-là 6 tranches de pain au total, 3 tranches de fromage et on obtiendra donc 3 sandwichs. Ainsi de suite, si on veut faire 10 sandwichs, il nous faudra donc 20 tranches de pain, 10 tranches de fromage et on fera donc 10 sandwichs. Vous avez compris le truc? Je ne vais pas plus loin. Donc, d'après ce qu'on vient de faire dans le tableau, quelles sont les proportions des réactifs, c'est-à-dire du pain et du fromage, pour obtenir un nombre entier de sandwichs, sans qu'il y ait de rab. C'est ce qu'on appelle les quantités stoichiométriques. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. On voit dans le tableau que le nombre de tranches de pain que l'on a divisé par 2 est égal au nombre de tranches de fromage nécessaires pour faire les sandwichs et est égal au nombre de sandwichs obtenus au final. Les proportions sont donc NP, nombre de tranches de pain, divisé par 2, égale NF, nombre de tranches de fromage divisé par 1, égale nombre de sandwichs divisé par 1. En effet, cette relation, en fin de compte, peut se généraliser. On est dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire on a la bonne quantité de chaque ingrédient, la bonne quantité de chaque élément chimique, si on respecte les proportions suivantes, c'est-à-dire la quantité de matière de l'espèce chimique divisée par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire le chiffre juste devant dans l'équation chimique. Donc NP sur le coefficient stoichiométrique de P égale NF sur le coefficient stoichiométrique de F égale NS sur le coefficient stoichiométrique de S. Et cette relation sera toujours valable. C'est ce qu'on appelle les proportions, les conditions stoichiométriques. Donc on n'a pas forcément les bonnes quantités de chaque ingrédient dans le stock exactement. Donc par exemple ici, 2 situations de départ.
Et pour chacune des deux, je vous demande de préciser quel est le réactif qui va stopper la fabrication de sandwich. Quel est l'ingrédient qui va manquer en premier. C'est ce qu'on appelle le réactif limitant en chimie. Donc vous faites des petits calculs de tête et vous essayez de compléter les situations finales dans chacune des deux situations pour pouvoir répondre à la question. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc on a toujours notre équation de fabrication, 2 pains plus un fromage donne un sandwich. Première situation de départ, on a dans le stock 6 tranches de pain, 5 tranches de fromage. Et bien sûr au départ, 0 sandwich. On se met à fabriquer des sandwichs. Qu'est-ce qui va nous rester dans le stock si on a fabriqué le maximum de sandwichs possible? Il nous restera plus de pain. On a utilisé les 6 tranches de pain. Si on utilise 6 tranches de pain, ça veut dire qu'on a fait 3 sandwichs. Donc on a besoin de 3 tranches de fromage. Il nous en reste donc 2 sur les bras. Et on a fabriqué donc nos 3 sandwichs. Pour la situation 2, au départ, 11 tranches de pain, 4 tranches de fromage, et bien sûr, pas de sandwich au départ. On se met à fabriquer des sandwichs, le plus possible, avec mes 11 tranches de pain. Je pourrais faire 5 sandwichs. Le problème, c'est que j'ai que 4 tranches de fromage, donc en fin de compte, je vais faire 4 sandwichs. Si je fais 4 sandwichs, j'aurai utilisé 8 tranches de pain, il va donc m'en rester 3. Pour ce qui est du fromage, donc je suis en train de fabriquer 4 sandwichs, je vais utiliser les 4 tranches de fromage, il m'en reste 0. Et dernière colonne, j'aurai donc, comme je l'ai dit, fabriqué 4 sandwichs. Donc, en regardant ce tableau, on voit que dans la première situation, ce qui m'a limité ma fabrication de sandwich, c'est mes tranches de pain. J'en avais plus assez. Il me reste du fromage sur du râpe de fromage, mais j'ai plus de pain. C'est le pain, le réactif limitant. Dans la deuxième situation, il me reste du pain. Par contre, j'ai plus de fromage, donc je ne peux plus faire de sandwich. Le réactif limitant, c'est le fromage. C'est pas compliqué la chimie. Et comme les fromages, les sandwichs, c'est pas compliqué, et ben avec du diazote et du dihydrogène, ça va pas être plus compliqué. Donc, en effet, le raisonnement que vous venez de faire, vous allez faire la même chose avec une vraie réaction chimique. Cette réaction chimique, c'est la formation de l'ammoniac. Donc, on mélange du diazote de formule chimique N2 plus du dihydrogène H2 et on va obtenir de l'ammoniac de formule chimique NH3. On se rappelle bien qu'on fonctionne en chimie en mol, mais avant de pouvoir faire le tableau, il va falloir équilibrer cette équation, ce que l'on a vu aux séances précédentes. Donc, à vous pour équilibrer. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc, je commence par équilibrer les atomes d'azote. À gauche, j'ai 2 atomes d'azote N, à droite, j'en ai qu'un. Il faut donc que je multiplie la molécule d'ammoniac par 2 pour aussi en avoir 2 à droite. 2 azote à gauche, 2 azote à droite, on est bon. Maintenant, on passe aux atomes d'hydrogène. Pour l'instant, j'en ai 2 à gauche et à droite, j'en ai 2 fois 3, puisqu'il y a 3 atomes d'hydrogène dans la molécule d'ammoniac et j'ai 2 molécules d'ammoniac, donc 2 fois 3, 6 atomes d'hydrogène à droite. C'est donc pas équilibré. 6 atomes d'hydrogène à droite, à gauche, j'ai des molécules qui en contiennent 2. Je vais donc prendre 3 molécules de dihydrogène, 3 fois 2, 6. C'est bon, 6 hydrogènes à gauche, 6 hydrogènes à droite, c'est équilibré. Et voilà, vous avez équilibré votre équation bilan. Vous pouvez passer à la question suivante. Donc maintenant, comme pour les sandwichs, on vous demande de construire le même tableau avec une situation de départ de 6 mols de diazote et de 10 mols de dihydrogène. J'ai modifié un peu la question par rapport à ce que vous avez sur le livret papier pour que les calculs soient un petit peu plus faciles. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc, on fait le tableau avec en première ligne équation bilan, une ligne pour la situation de départ et une ligne pour la situation de fin. On complète la première ligne en écrivant l'équation bilan que l'on a trouvée à
la question précédente et sans oublier les coefficients stoichiométriques. Ensuite, dans la deuxième ligne, on indique notre situation de départ qui nous est donnée dans la question. 6 mols de diazote, 12 mols de dihydrogène. Et bien sûr, on est au départ, donc on n'a pas encore fabriqué de molécules d'ammoniac, donc on indique 0 mol. Et maintenant, on réfléchit. Donc, si j'utilise et je fais réagir mes 6 mols de diazote, ça veut dire qu'à la fin, il en resterait 0. Si j'utilise 6 mols de diazote, le nombre de mols de dihydrogène qu'il me faudrait, c'est 3 fois plus, puisque pour 1 mol de diazote, j'en ai 3 de dihydrogène qui réagissent. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y en ait 18 qui réagissent. On n'en a pas 18, on n'en a que 12. Donc, je ne peux pas commencer mon raisonnement comme ça. Je vais commencer mon raisonnement avec le dihydrogène. Donc j'ai 12 mols de dihydrogène, je vais toutes les faire réagir, donc il ne va plus m'en rester. Ceci veut dire que, en fin de compte, je fais 4 fois la réaction. Puisqu'à chaque fois, il y a 3 mols de dihydrogène qui disparaissent, et à chaque fois que je fais disparaître 3 mols de dihydrogène, je fais une première fois la réaction, il ne m'en reste plus que 9. Je peux la faire une deuxième fois, il m'en restera plus que 6. Je la fais une troisième fois, il m'en restera plus que 3. Et je peux la faire une quatrième fois, il me restera donc 0 mol. Donc j'ai fait 4 fois la réaction. Si j'ai fait 4 fois la réaction, j'ai utilisé 4 mols de N2. Donc il m'en reste 2. Et j'ai fabriqué combien de molécules de diazote? À chaque fois que je fais la réaction, je fabrique 2 mols de diazote. Donc j'ai fait 4 fois la réaction, j'utilise 8 mols de diazote. Comme pour les sandwichs, quel est ici le réactif limitant? Quel est celui qui a arrêté la réaction chimique, qui a fait qu'on ne fabriquait plus de molécules d'ammoniac NH3? Celui qui a plu à la fin. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Le réactif limitant, vous avez bien compris, c'est celui qui stoppe la réaction, c'est celui qui a complètement disparu à la fin de la transformation. C'est donc, ici, celui qui est égal à 0 mol, le dihydrogène. C'est donc lui, notre réactif limitant. Donc maintenant que vous avez compris ce que c'était qu'un réactif limitant, une petite astuce qui marche très bien, pour connaître rapidement le réactif limitant, en fait, il faut comparer la quantité de matière à l'état initial de chacun des réactifs divisé par leur coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire le nombre de moles de réactif 1 sur le coefficient stoichiométrique qui y a devant le réactif 1 et comparé au nombre de moles du réactif 2 divisé par le coefficient stoichiométrique qui y a devant ce réactif 2. Donc on vous demande, quatrième question, de vérifier si cette remarque fonctionne bien pour la réaction de formation de l'ammoniac. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc ici, notre réactif 1, c'est le diazote N2. Donc si on calcule le nombre de moles de N2 à l'état initial divisé par le coefficient stoichiométrique du N2, on a 6 divisé par 1, c'est égal à 6. De même, pour le réactif numéro 2, qui est le dihydrogène, on a 12 mols de dihydrogène à l'état initial, divisé par le coefficient stoichiométrique devant le dihydrogène, c'est-à-dire 3. 12 divisé par 3, c'est égal à 4. On compare, 4 est inférieur à 6, donc c'est le dihydrogène qui est le réactif limitant. La remarque fonctionne bien. Pour faire le point sur ce qu'on vient de faire sur le bilan de matière, je vous demande de rédiger le cours grande 2, petit 2. Vous pouvez vous aider du livre page 115. Mettez la vidéo sur pause et à vous de faire votre cours. La correction arrivera en suivant. Donc, grand 2, petit 2, on va voir ce que c'est que les réactifs limitants et le bilan de matière. Donc, l'équation de réaction permet d'établir un bilan de matière. On commence par des définitions. Lors d'une réaction chimique totale, au moins un des réactifs est totalement épuisé. C'est ce qu'on appelle le réactif limitant. C'est celui qui aura totalement disparu quand la réaction s'arrête. Deuxième définition, si les deux réactifs s'épuisent entièrement, on dira que l'on est dans des conditions stoichiométriques. Il n'y a pas un réactif qui est plus limitant que l'autre. Ou on pourrait dire que les deux réactifs sont limitants.
On ne parle plus de réactif limitant du coup dans cette situation, mais de conditions stoichiométriques. Maintenant, prenons un exemple, la réaction de combustion du méthane, dont l'équation bilan CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Ceci veut dire que pour une mole de CH4, il réagit avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de CO2 et 2 moles de H2O. Donc, pour définir le réactif limitant, ça sera le méthane, CH4, si le nombre de moles de méthane, NCH4, divisé par 1 étant le coefficient stoichiométrique devant le CH4, est inférieur au nombre de moles de dioxygène divisé par 2 étant le coefficient stoichiométrique devant le dioxygène. Ça sera le dioxygène qui sera le réactif limitant si on a l'inégalité inverse, c'est-à-dire que le nombre de moles de CH4 divisé par 1 est supérieur au nombre de moles de dioxygène divisé par 2. Et on sera dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire qu'on n'aura plus rien à l'état final, les deux auront totalement disparu, si le nombre de moles de CH4 divisé par 1 égale au nombre de moles de dioxygène divisé par 2. Maintenant, faisons les exercices ensemble. Donc, vous allez réfléchir quelques instants, essayer de les faire, et ensuite vous regarderez la correction. Donc, on y va. Donc, le numéro 10, page 123. On vous donne une réaction dont l'équation est la suivante. C6H8O7 en solution aqueuse plus 3HO- en solution aqueuse donne C6H5O7 3- également en solution aqueuse plus 3H2O liquide. On vous donne également deux graphiques A et B qui donnent les quantités initiales des réactifs en mol. Donc, premier mélange, on a 6 moles de C6H8O7 et 6 moles de HO-. Donc, même quantité de matière au départ. Mélange petit b, on a 2 moles de C6H8O7 et 6 moles de HO-. Donc là, on n'a pas les mêmes quantités de matière au départ. On vous demande d'identifier le mélange stoichiométrique et, en deuxième question, de déterminer le réactif limitant pour l'autre mélange qui donc ne sera pas un mélange stoichiométrique. C'est à vous. Donc pour répondre à ces deux questions, il va falloir comparer les quantités de matière de chacun des réactifs divisés par leur coefficient stoichiométrique. C'est-à-dire ici, le nombre de moles de C6H8O7 divisé par 1 comparé au nombre de moles de HO- divisé par 3. Si on fait ça pour le mélange A, on voit bien que les deux valeurs sont différentes. On a donc un mélange qui n'est pas stoichiométrique. Par contre, pour le mélange B, on a bien ces deux valeurs qui sont égales. On a donc un mélange stoichiométrique. Donc pour répondre à la deuxième question, on compare toujours ces mêmes valeurs, c'est-à-dire les quantités de matière divisées par les coefficients stoichiométriques. Donc on se remet dans la situation du mélange A. Donc on a n de C6H8O7 sur 1 qui nous donne 6, alors que n de HO- sur 3 qui nous donne 2. On a donc la quantité de matière n de HO- sur 3 qui est inférieure à la quantité de matière n de C6H8O7 sur 1. Donc c'est HO- qui est le réactif limitant dans le cas du mélange A. Exercice numéro 12, page 123 maintenant. On vous demande d'identifier les mélanges stoichiométriques. Dans la situation suivante, le dihydrogène H2 gazeux peut réagir avec le dioxygène O2 gazeux pour donner de la vapeur d'eau, H2O gazeux. Selon la réaction, dont l'équation vous est donnée, 2H2 gazeux plus O2 gazeux donne 2H2O gazeux. On vous demande d'écrire la relation entre les quantités initiales des réactifs qu'on va noter N0H2 et N0O2 pour qu'elles soient dans les proportions stoichiométriques. Et ensuite, deuxième question, on vous propose plusieurs mélanges, deux mélanges, et on vous demande de dire lequel vérifie donc les proportions stoichiométriques. Le mélange A, 4 moles de H2, 2 moles de O2, le mélange B, 2 moles de H2, 4 moles de O2. C'est à vous. Donc la relation qu'on vous demande ici, c'est toujours cette relation avec les quantités de matière divisées par leur coefficient stoichiométrique pour les réactifs. Lorsqu'on est dans les conditions stoichiométriques, ceci signifie qu'on a égalité.
Donc la relation ici est N0 de H2 divisé par 2, le coefficient stoichiométrique devant le dihydrogène, qui est égal à N0 de O2 divisé par 1, puisque le coefficient stoichiométrique devant le dioxygène est 1. En effet, quand il n'y a pas de chiffre écrit, on suppose que c'est le chiffre 1. Le chimiste est un peu feignant. Chut, j'ai rien dit. Donc pour les deux mélanges, on calcule ces rapports. Donc pour le mélange A, on a 4 demi qui est égal à 2 sur 1. En effet, 4 divisé par 2 égale 2, et 2 divisé par 1 égale 2 aussi. Donc on a bien un mélange stoichiométrique. Pour le mélange B, donc pour le dihydrogène, ça fait 2 divisé par 2 égale 1. Pour le dioxygène, ça fait 4 divisé par 1, ce qui fait 4. Et jusque-là, 2 est différent de 4. On a donc un mélange qui n'est pas stoichiométrique. Exercice numéro 23, page 125, le dernier de la séance, un vol en montgolfière. Un brûleur à propane C3H8 gazeux permet de chauffer l'air contenu dans l'enveloppe d'une montgolfière et de la faire s'élever. Si la combustion du propane avec le dioxygène O2 de l'air est complète, il se forme uniquement du dioxyde de carbone, CO2 gazeux, et de l'eau, H2O gazeux. Si la combustion est incomplète, il peut se former aussi du monoxyde de carbone, CO gazeux, qui est un poison, et du carbone, C solide. La bouteille de propane embarquée dans la montgolfière contient une quantité N de propane, C3H8 initial, donc N petit 0, qui est de 680 mol de propane. On vous demande d'écrire et d'ajuster avec les nombres stoichiométriques entiers, les plus petits possibles, les équations des réactions de combustion du propane pour lesquelles les produits sont. Donc 3 situations, donc 3 réactions à écrire. Premier cas, le dioxyde de carbone et l'eau. Deuxième cas, le monoxyde de carbone et l'eau. Troisième cas, le carbone et l'eau. Question 2. Pour laquelle de ces 3 réactions que vous venez d'écrire, la quantité N0 de dioxygène nécessaire pour la combustion de la quantité N0 de C3H8 de propane est-elle la plus petite? Et enfin, dernière question. Dans le cas d'une combustion complète, c'est-à-dire dans la première, calculez la quantité N0 de dioxygène nécessaire à la combustion de la quantité N0 de propane et les quantités de produits formés, c'est-à-dire dioxyde de carbone et eau. Donc, première équation, le propane plus le dioxygène donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. C3H8 gazeux plus O2 gazeux donne CO2 gazeux plus H2O gazeux. On équilibre. On regarde les carbones. 3 carbones à gauche. Il faut donc qu'il y en ait 3 à droite. On multiplie par 3 au niveau du CO2. Ensuite, les hydrogènes. 8 hydrogènes à gauche. Il faut qu'il y en ait 8 à droite. On prend donc 4 molécules d'eau. Et enfin, on fait le point sur les dioxygènes. À droite, 3 fois 2, 6 plus 4, 10. On prend donc 5 molécules de dioxygène. Pour la deuxième, petit b, le propane C3H8 plus du dioxygène O2 donne du monoxyde de carbone, CO, plus de l'eau, H2O. On équilibre. 3 carbones à gauche, il faut donc prendre 3 molécules de monoxyde de carbone, CO. Les hydrogènes, 8 hydrogènes à gauche, on prend donc 4 molécules d'eau pour avoir 8 atomes d'hydrogène. Et enfin, le point sur les oxygènes. À droite, on a 3 oxygènes dans le monoxyde de carbone, plus 4 oxygènes dans l'eau. 3 plus 4, ça fait 7. Donc on va prendre 7 demi-molécules d'O2. Alors on pourrait très bien laisser comme ceci, puisque ça nous indique des proportions, d'accord ? Mais en effet, vous avez eu l'habitude au collège de prendre avec des nombres entiers. Donc pour ça, on va multiplier toute l'équation par 2. On aura donc l'équation bilan de C3H8 plus 7O2 donne 6CO plus 8H2O. Enfin, pour la petit c, le propane C3H8 plus le dioxygène donne du carbone C plus de l'eau H2O. On équilibre. 3 carbones à gauche, donc je prends 3 atomes de carbone à droite. L'hydrogène, 8 à gauche, donc je prends 4 molécules d'eau. Et je fais le point sur l'oxygène, il n'y en a pas dans le carbone. Dans l'eau, donc 4. Je prends donc à gauche 2 molécules de dioxygène pour équilibrer. Et voilà.
Donc d'après ces équations bilan, on voit qu'il faut 5 fois plus de dioxygène que de propane dans le premier cas, 7,5, donc 3,5 fois plus dans le deuxième cas et 2 fois plus dans le troisième cas. C'est donc pour la réaction C qu'il faut le moins de dioxygène pour la combustion du propane. Donc la réaction qui donne le carbone et l'eau. Donc pour la troisième question, on nous demande dans le cas de la combustion complète de calculer les quantités initiales de dioxygène nécessaires à la combustion de la quantité initiale de propane qui est de 680 mol dans la bouteille embarquée et également les quantités de produits formés. Donc pour ça, on va utiliser l'équation bilan que l'on a trouvée à la première question, la petite a, c'est 3H8 gazeux plus 5O2 gazeux donne 3CO2 gazeux plus 4H2O gazeux. On n'oublie pas, vous avez vu dans la première question, de mettre l'état de chaque espèce chimique entre parenthèses. Petite remarque au passage. Je reviens à la question. Donc, pour calculer la quantité de matière initiale de dioxygène nécessaire, ceci veut dire que si on se place dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire les conditions où on utilisera le minimum de dioxygène, on a l'égalité suivante, nombre de mol initial de C3H8 sur son coefficient stoichiométrique 1 égale au nombre de mol initial de dioxygène divisé par le coefficient stoichiométrique du dioxygène 5. De cette relation, on peut donc tirer la quantité de matière initiale de dioxygène, N0,2O2, qui est 5 fois la quantité de matière initiale de propane, N0,C3H8. Donc, on fait le calcul, 5 fois 680 égale 3400 mol. Pour les quantités de dioxyde de carbone formé et d'eau formée, on a la relation que le nombre de mol initial de propane divisé par 1 égale au nombre de mol de dioxyde de carbone formé divisé par 3. On a donc que le nombre de mol de dioxyde de carbone égale à 3 fois la quantité de matière initiale de propane. Donc 3 fois 680, ça nous fait 2040. De même pour l'eau, ici avec le facteur 4, on a donc 2720 mol d'eau qui se sont formés. S'il y a des questions, c'est sur WhatsApp ou par mail, bien sûr. Sinon, rendez-vous à la prochaine séance. Pourquoi je lève de ma main ?